Le soleil matinal peinait à percer les épais nuages gris qui recouvraient Manhattan, plongeant la ville dans une lumière tamisée, presque mélancolique. Depuis les baies vitrées du bureau situé au 42e étage de la tour Moretti, la vue s'étendait à l'infini, sur la jungle de béton tentaculaire en contrebas, l'Hudson qui scintillait faiblement au loin, et le flot incessant de gens qui se pressaient dans leur vie, inconscients de l'empire qui les surveillait d'en haut. Emily Carter se tenait près de ses fenêtres, un porte-document en cuir sous le bras, ses yeux noisettes scrutant le paysage urbain avec le genre d'observation silencieuse qui était devenue une seconde nature pour elle. Elle avait appris au cours des 3 dernières années que dans le monde de Dante Moretti, la vigilance était synonyme de survie, non pas qu'elle courût un danger direct. Son rôle de secrétaire de direction la maintenait fermement dans le domaine administratif, s'occupant des emplois du temps, gérant les communications et servant de tampon parfaitement professionnel entre Dante et le monde extérieur. Mais elle savait. Elle avait toujours su pour quel genre d'homme elle travaillait. La porte de l'ascenseur privé sonna doucement et Emily se retourna, se redressant instinctivement. Dante Moretti entra dans le bureau, sa présence imposant immédiatement l'espace avec l'aisance qui le caractérisait. À 38 ans, il se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Grand, large d'épaules, impeccablement vêtu d'un costume Tom Ford gris anthracite, qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés. Sa mâchoire était anguleuse et rasée de près, et ses yeux gris perçants, dégageaient une froideur qui pouvait glacer une pièce. Bonjour, monsieur, dit déjà Emily, d'une voix calme et professionnelle, la même salutation qu'elle lui adressait chaque matin depuis 3 ans. Emily, répondit-il en lui adressant un léger signe de tête, déjà en train de se diriger vers son bureau. Un imposant meuble en noyer foncé qui dominait le bureau. Quel est l'ordre du jour? Elle le suivit, ouvrant le portefeuille tout en marchant. Vous avez une conférence téléphonique avec le bureau de Chicago à 9h30. Les rapports trimestriels sont arrivés. J'ai marqué les sections qui nécessitent votre attention immédiate. À 11 heures, vous rencontrez les représentants de Castellano pour discuter du projet de développement du front de mer. L'expression de Dante ne changea pas, mais Amelia remarqua une légère tension dans ses épaules à la mention des Castellano. En 3 ans, elle avait appris à lire ces micro-expressions, ces petits détails que la plupart des gens ne remarquaient pas. Les Castano, répéta-t-il d'une voix neutre. Victor a confirmé leur venue en personne. Oui, monsieur. Victor Castellano et 2 de ses associés. Ils ont demandé que la réunion ait lieu ici plutôt que dans leur bureau du centre-ville. Dante tapota une fois du doigt sur le bureau. Une rare manifestation de réflexion. Intéressant. Quoi d'autre? Un déjeuner est prévu avec le représentant du bureau du maire à 13 heures. Ils veulent discuter de la proposition de zonage pour le développement de la partie Est. Et à 16 heures, vous avez une réunion stratégique avec Marcus et l'équipe juridique concernant l'acquisition de Harbor Point. Annulez le déjeuner, dit Dante en s'installant dans son fauteuil. Reprogrammez-le pour la semaine prochaine. Je veux que Marcus participe à la réunion avec Castellano. Emily prit note sur sa tablette. Je vais l'informer immédiatement. Voulez-vous que j'assiste à la réunion? Dante leva les yeux vers elle et, l'espace d'un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux gris. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude, mais qui disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. Non, j'ai besoin que vous vous occupiez de l'appel de Chicago s'il se prolonge. Mais je veux que vous restiez à proximité. Si quelque chose vous semble anormal lors de cette réunion, je veux que vous m'en informiez. C'était la première fois qu'il reconnaissait implicitement le danger qui planait parfois sur ses transactions commerciales. Et Miley se contenta d'acquiescer. Compris. La matinée se déroula avec son efficacité habituelle. Emily géra l'appel de Chicago, qui dura effectivement longtemps, répondant aux questions sur les sources de revenus et l'expansion opérationnelle avec la compétence qui la rendait si précieuse aux yeux de Dante. Elle avait commencé comme intérimaire, fraîchement diplômée en administration des affaires et croulant sous les dettes étudiantes. L'agence l'avait prévenu que Dante Moretti était difficile, que les assistants ne duraient généralement pas plus de quelques mois. Mais Amelia avait tenu bon, non pas en se laissant intimider, mais en excellant dans son travail. Elle anticipait ses besoins, gérait son emploi du temps avec une précision militaire
et ne posait jamais, pas une seule fois, de questions sur les aspects de son activité qui ne la concernaient pas. Elle savait qui était Dante Moretti. Elle l'avait su dès le début, lorsqu'elle avait vu la façon dont les hommes le regardaient avec un mélange de respect et de crainte. Lorsqu'elle y avait remarqué le langage prudent utilisé lors de certaines réunions, lorsqu'elle y avait observé la sécurité de haut niveau qui l'entourait en permanence. Dante Moretti n'était pas seulement un promoteur immobilier et un homme d'affaires prospère. Il était à la tête de l'une des familles du crime organisé les plus puissantes de New York. Un fait dont on murmurait, mais qui n'avait jamais été prouvé, caché derrière des couches d'entreprises légitimes et de protection juridique. Et d'une manière ou d'une autre, impossible, Emily était tombée amoureuse de lui. Elle n'avait jamais agi en conséquence. Bien sûr, elle était trop professionnelle pour cela, trop consciente du fossé énorme qui séparait leur monde. Elle était la secrétaire. Il était Dante Moretti. Elle l'observait de loin, gérant sa vie avec une efficacité minutieuse, tout en gardant ses propres sentiments enfouis si profondément qu'elle en oubliait parfois leur existence. Presque. À 10h45, Marcus Romano arriva, le bras droit de Dante, un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux bruns striés de mèches argentées et aux yeux qui ne manquaient rien. Il salua Amelia avec sa courtoisie habituelle. « Madame Carter, comment allez-vous ce matin? »« Bien, merci Marcus. Monsieur Moretti vous attend. La réunion avec Castellano commence dans 15 minutes. » Marcus acquiesça, mais marqua une pause avant d'entrer dans le bureau. « Emily, rendez-moi service. Restez vigilante aujourd'hui, d'accord? » Il était inhabituel pour Marcus de lui dire une chose pareille. Elle soutint son regard. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Restez simplement vigilante. Faites confiance à votre instinct. » Il lui adressa un sourire crispé avant de disparaître dans le bureau de Dante. Emily retourna à son bureau, mais les paroles de Marcus avaient semé le doute dans son esprit. Elle essaya de s'en débarrasser en se concentrant sur ses emails et la coordination avec les différents chefs de service, mais ce sentiment persistait. À 11 heures précises, l'ascenseur retentit à nouveau. Victor Castellano entra, flanqué de 2 hommes. Emily reconnut Victor grâce à des photos. Il avait la cinquantaine, était plus petit que Dante, mais avait une carrure imposante, la peau mate et des yeux sombres et calculateurs. Ses associés étaient plus jeunes, tous deux vêtus de costumes coûteux, tous deux avec une posture alerte qui suggérait une formation militaire ou en sécurité. « Monsieur Castellano » le salua Emily de manière professionnelle en se levant de son bureau. « Monsieur Moretti vous attend. Puis-je vous offrir un café ou de l'eau? »« Du café? Noir ?» dit Victor, ses yeux la balayant d'un regard dédaigneux qui lui donna l'impression d'être un meuble. Ses associés ne dirent rien. Emily prépara le service à café avec une efficacité acquise par l'habitude. Elle utilisa le mélange haut de gamme que Dante gardait pour les réunions importantes. Tout en disposant les tasses sur un plateau, elle observa les 3 hommes du coin de l'œil. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle ne savait pas exactement quoi, mais l'instinct dont Marcus lui avait parlé lui criait que quelque chose n'allait pas. La façon dont se tenaient les associés de Victor n'était pas tout à fait normale. Ils n'étaient pas positionnés comme des gardes du corps. Ils étaient positionnés comme s'ils se préparaient à quelque chose. Le cœur d'Emily se mit à battre plus fort, mais elle garda une expression neutre. Elle porta le plateau vers le bureau de Dante, dont la porte était légèrement entr'ouverte. À travers l'interstice, elle pouvait entendre des voix. « Merci d'être venu en personne, Victor », disait Dante d'un ton cordial, mais avec cette pointe d'acier sous-jacente qui était toujours présente dans ses relations d'affaires. « Bien sûr, Dante, ce projet est trop important pour être traité par des intermédiaires, » répondit Victor avec douceur. Emily frappa doucement et entra, Marcus lui tenant de la porte. Elle posa le plateau sur la table de conférence où les 4 hommes étaient réunis, versant le café d'une main sûre malgré l'anxiété qui lui parcourait l'échine. « Merci, Emily, » dit Dante. Sans la regarder, son attention était fixée sur les documents étalés sur la table, les plans du projet d'aménagement du front de mer. Elle hocha la tête et se retourna pour partir. Mais ce faisant, elle remarqua quelque chose, un regard échangé entre Victor et l'un de ses associés, un hochement de tête à peine perceptible. Et puis elle le vit, le mouvement subtil de la main de l'associé vers l'intérieur de sa veste. Le temps sembla ralentir. Tous les cours d'autodéfense qu'elle avait suivis,
Toutes les consignes de sécurité auxquelles elle avait assisté, tous les instincts de son corps lui criaient la même chose. Une arme. L'esprit d'Emily s'emballa. Elle pouvait crier, alerter Dante et Marcus, mais serait-ce assez rapide? La main de l'homme bougeait déjà, tendait déjà. Dans la fraction de seconde où elle devait prendre une décision, une seule pensée se cristallisa avec une parfaite clarté. Pas lui. Je ne les laisserai pas l'emmener. La main de l'homme sortit de sa veste, le métal brillant. Emily ne réfléchit pas, elle agit simplement. Elle se jeta en avant, se plaçant directement entre le tireur et Dante, les bras écartés comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre le protéger avec son corps. Elle entendit des cris, la voix aiguë et alarmée de Dante. Marcus criait quelque chose, puis le monde explosa en un tourbillon de sons et de sensations. L'impact la frappa comme un train de marchandises, lui percutant l'épaule gauche et la projetant en arrière. Au début, elle ne ressentit aucune douleur, juste le choc et l'étrange sensation de perdre le contrôle de son corps. Elle tomba, le sol se précipitant vers elle, et au loin, elle entendit le chaos éclater. Des meubles qui s'écrasaient, des hommes qui criaient, le bruit horrible d'une lutte. Puis la douleur arriva, brûlante et dévorante, irradiant de son épaule vers tout son corps. Elle essaya de respirer, mais ses poumons ne voulaient pas coopérer. Le plafond au-dessus d'elle devenait flou, puis net, puis le visage de Dante apparut au-dessus d'elle, son expression complètement transformée. L'homme d'affaires froid et maître de lui avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de brut et terrifié. Ses yeux gris étaient écarquillés, exprimant une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Emily. Ses mains étaient sur elle, appuyant sur son épaule, et elle comprit vaguement qu'il essayait d'arrêter le flux de sa vie qui s'écoulait. Emily, reste avec moi. Regarde-moi. Reste avec moi. Elle essaya de parler pour lui dire qu'elle allait bien, mais les mots ne sortaient pas. Derrière lui, elle pouvait entendre Marcus au téléphone, la voix pressante. Nous avons besoin d'une ambulance à la tour Moretti, 42e étage. Tout de suite, blessure par balle. Victime féminine. Elle est consciente, mais Emily, écoute-moi. La voix de Dante transperça le brouillard qui menaçait de l'engloutir. Sa main enserra son visage, la forçant à se concentrer sur lui. Tout va bien se passer. Tu m'entends? Tout va bien se passer. Tiens bon. Elle ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Désespéré, presque suppliant. Elle voulait lui dire de ne pas s'inquiéter, que cela en valait la peine, qu'elle le referait sans hésiter. Mais sa vision s'assombrissait et elle était tellement fatiguée. Pourquoi? La voix de Dante se brisa et, contre toute attente, elle vit ses yeux s'humidifier. Pourquoi as-tu fait ça, Emily? Pourquoi? Parce que je t'aime, pensa-t-elle, mais elle ne put le dire. Parce que dans ce monde cruel, tu es la seule chose qui compte pour moi. Parce que je préfère mourir plutôt que de te voir partir. Monsieur, nous devons la déplacer. Quelqu'un disait que l'équipe de sécurité avait dû affluer après le coup de feu. Nous ne pouvons pas attendre l'ambulance. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Alors nous la déplaçons maintenant. La voix de Dante avait changé, prenant le ton autoritaire qu'elle connaissait si bien. Mais il y avait autre chose en plus. De la peur. Prendre la voiture. Marcus, dégage la route. Personne ne nous arrêtera. Elle se sentit soulevée, bercée contre la poitrine de Dante. Il la portait lui-même, réalisa-t-elle vaguement, sans déléguer cette tâche à son équipe de sécurité. Elle remarqua qu'il n'avait plus sa veste de costume. Il avait dû l'utiliser pour essayer d'arrêter le saignement de sa blessure. « Reste avec moi, Emily. » Il répétait sans cesse, avançant prudemment malgré l'urgence. « Reste avec moi. Je te tiens. Je ne te laisserai pas partir. » Le trajet en ascenseur fut flou. Elle était consciente du mouvement, du cœur de Dante qui battait sous son oreille, de sa voix qui continuait à lui murmurer. Des mots qu'elle ne comprenait pas tout à fait, mais qui ressemblaient presque à des prières. Le hall d'entrée devait avoir été évacué, car elle n'entendait pas l'agitation habituelle, seulement des pas rapides, des portes qui s'ouvraient, puis l'air frais de l'extérieur qui lui frappait le visage. Il avait commencé à pleuvoir. Elle sentait les gouttes sur sa peau, les entendait crépiter sur le trottoir. « Attention !» aboya Dante à quelqu'un alors qu'on la transférait dans un véhicule. Sa voiture personnelle, pensa-t-elle. Le SUV noir qu'il utilisait lorsqu'il ne voulait pas attirer l'attention. Il se glissa à côté d'elle, la serrant contre lui, sa main fermement appuyée sur son épaule.
Le véhicule démarra brusquement. Et à travers le brouillard de la douleur, Emily entendit Dante donner des ordres au chauffeur. Mount Sinai, entrée ouest, appelez avant. Je veux que leur meilleur chirurgien traumatologue soit prêt. Monsieur, il demande la nature de la blessure. Blessure par balle à l'épaule gauche. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle est toujours consciente. La voix de Dante était clinique, presque détachée, mais sa main se resserra autour d'Amelia. Dites-leur que si elle ne reçoit pas de soins immédiats, je réduirai cet hôpital en cendres. Cette menace de violence désinvolte aurait dû l'effrayer. Au contraire, elle la trouva presque réconfortante. C'était Dante étant Dante, prenant le contrôle, exigeant l'impossible, pliant le monde à sa volonté. Emily, dit-il d'une voix basse, destinée uniquement à elle. Elle ouvrit les yeux de force et croisa son regard. Pourquoi as-tu fait ça? Elle parvint à bouger les lèvres et à prononcer des mots qui n'étaient qu'un murmure. Je devais te protéger. Quelque chose se brisa dans son expression. Femme stupide, courageuse, impossible. Je ne mérite pas d'être protégée. Pas comme ça. Pas au prix de... Il s'interrompit. Il serra les mâchoires. Tu vas survivre à ça. Tu m'as compris? Tu ne peux pas partir. Je ne le permettrai pas. Malgré tout, malgré la douleur qui consumait son corps, Emily sentit ses lèvres s'incurver légèrement. Même maintenant, Dante Moretti donnait des ordres à l'univers lui-même. L'hôpital apparut et le SUV s'arrêta dans un crissement de pneus à l'entrée où une équipe de traumatologie attendait déjà. Dante la porta lui-même, refusant de laisser les ambulanciers la prendre avant de l'avoir personnellement installée sur le brancard, blessée par balle à l'épaule gauche. Il y a environ 15 minutes, rapporta-t-il avec la précision de quelqu'un habitué à donner des informations cruciales sous pression. Elle a perdu et repris conscience plusieurs fois. Son pouls est faible, mais régulier. Une jeune femme médecin, à l'air compétent, acquiesça d'un signe de tête sec. Nous prenons le relais, Monsieur Moretti. Je viens avec elle, monsieur. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas vous laisser faire. Je viens avec elle. Ce n'était pas une demande. Sa main tenait toujours celle d'Emily et elle pouvait sentir un léger tremblement. C'était le seul signe extérieur qui montrait à quel point il était affecté. Le médecin sembla comprendre qu'il était inutile de discuter. Très bien, mais vous devrez rester en retrait et nous laisser travailler. Ils se précipitèrent dans des couloirs qui se confondaient, le personnel médical criant des chiffres et des termes qu'Emily ne comprenait que partiellement. Elle garda les yeux fixés sur Dante, utilisant son visage comme un point d'ancrage pour rester consciente. Il marchait à côté du brancard, sans jamais lâcher sa main, le visage empreint d'une détermination sinistre. À l'entrée de la salle d'opération, ils eurent finalement se séparer. Une infirmière au visage aimable et aux mains douces retira délicatement la main d'Emily de celle de Dante. « Nous prendrons bien soin d'elle, Monsieur Moretti, » promit l'infirmière. « Mais vous devez nous laisser travailler maintenant. » Dante semblait vouloir discuter, exiger à nouveau l'impossible. Mais au lieu de cela, il se pencha près de l'oreille d'Amelia. « Batte-toi, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Batte-toi pour revenir vers moi, Emily Carter. C'est un ordre. » Oh, elle voulait répondre, lui promettre qu'elle le ferait, mais l'obscurité l'attirait trop fortement à présent. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance fut le visage de Dante, transformé par une émotion qu'elle n'aurait jamais pensé y voir. Il semblait complètement, totalement perdu. La salle d'attente de l'aile chirurgicale de Mountsea n'avait jamais accueilli Dante Moretti auparavant. C'était un homme habitué au bureau penthouse et au club privé, à des endroits où il contrôlait toutes les variables. Mais à présent, il était assis sur une chaise en plastique inconfortable, les mains jointes entre les genoux, le regard perdu dans le vide. Il était encore couvert de son sang. Il avait séché sur ses mains, taché sa chemise blanche, le marquant d'une manière qui le rendait malade jusqu'au plus profond de lui-même. Marcus était arrivé dans les 20 minutes, accompagné de 3 des agents de sécurité les plus fiables de Dante. Ils avaient pris position autour de la salle d'attente, formant un cercle protecteur qui tenait les curieux à distance et garantissait l'intimité. « Qu'est-il arrivé aux Castellanos » demanda Dante d'une voix neutre. Marcus s'installa sur la chaise à côté de lui. « Le tireur est en détention, sous notre garde. Victor et son autre complice ont tenté de s'enfuir. Ils n'ont pas réussi à sortir du bâtiment. Ils sont également en sécurité. » Dante acquiesça lentement. « Bien. Je veux tout savoir. Qui a donné l'ordre? Pourquoi? Qu'espèrent-ils accomplir? » « Tout. Nous sommes déjà sur le coup, » l'assura Marcus. «
Mais Dante, pour l'instant, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'une femme s'est jetée devant un projectile qui m'était destiné. Dante l'interrompit, la voix soudainement aiguë. Ce qui importe, c'est que ma secrétaire, une civile qui n'avait rien à voir avec tout cela, est en chirurgie en ce moment parce que je n'ai pas réussi à la protéger. Vous ne saviez pas. J'aurais dû le savoir. Dante se leva d'un bond, incapable de rester assis plus longtemps. Victor Castagnano a demandé une réunion ici plutôt que sur un terrain neutre, voulant discuter en personne du projet du front de mer, alors que nous négocions par les voies officielles depuis des semaines. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Marcus resta silencieux, sachant que Dante avait besoin de digérer tout cela. 3 ans, continua Dante en faisant les 100 pas dans la petite salle d'attente. Elle travaille pour moi depuis 3 ans. 3 ans d'efficacité parfaite, de discrétion parfaite. Parfaite. Il s'arrêta, passant la main dans ses cheveux, un geste si peu habituel chez lui que Marcus haussa les sourcils. Et je ne l'ai jamais protégée. Je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait avoir besoin d'être protégée. Elle était juste là, elle faisait partie du bureau, de mon quotidien. Ce n'est pas vrai, dit Marcus doucement. Vous avez toujours veillé à sa sécurité, au protocole de sécurité, à la vérification des antécédents de toute personne entrant en contact avec elle. Manifestement, ce n'était pas suffisant. La voix de Dante était amère. Elle s'est jetée devant une arme sans hésiter, sans réfléchir. Elle a juste agi. Il ferma les yeux et l'image se rejoua derrière ses paupières. Les yeux noisettes d'Emily s'écarquillèrent. Son corps bougea, se plaçant entre lui et le danger. Pourquoi aurait-elle fait ça? Marcus resta silencieux pendant un long moment, puis répondit prudemment. Tu devrais peut-être lui poser la question quand elle se réveillera. Si elle se réveille, quand? Marcus la corrigea fermement. Dante, tu sais aussi bien que moi qu'Amelia Carter n'est pas du genre à abandonner. C'est l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées, même si cette force est discrète. Dante voulait y croire, mais l'image d'elle allongée sur le sol, son sang s'écoulant sous elle, sa peau pâle, ses yeux luttant pour faire la mise au point, le hantait. Les heures passèrent. Dante refusait de partir, refusait de manger, refusait de faire autre chose qu'attendre. Marcus gérait la crise depuis la salle d'attente, passant des coups de fil discrets, coordonnant les efforts de ses collaborateurs, s'assurant que le reste de l'empire commercial de Dante continuait de fonctionner, même si son dirigeant était paralysé. Alors que la nuit tombait sur la ville, un chirurgien finit par sortir, toujours en blouse. Dante se leva d'un bond. « Monsieur Moretti, comment va-t-elle? » La chirurgienne, le docteur Patricia Chen, d'après son badge d'identification, avait l'air fatiguée, mais elle lui adressa un petit sourire. Elle est stable. L'opération s'est bien passée. Le projectile est entré dans son épaule gauche, manquant les artères principales, mais causant d'importants dommages tissulaires. Nous avons réparé ce que nous pouvions, mais elle aura besoin d'une rééducation intensive pour retrouver l'usage complet de son bras. Mais elle vivra, murmura Dante d'une voix à peine audible. Elle vivra, confirma le docteur Chen. Elle a perdu beaucoup de sang et les prochaines 48 heures seront critiques, mais en l'absence de complications, elle devrait se rétablir complètement. Le soulagement qui envahit Dante fut si intense qu'il faillit s'effondrer. Marcus posa sa main sur son épaule pour le stabiliser. « Quand pourrais-je la voir? » demanda Dante. « Elle est en salle de réveil pour l'instant. Elle sera transférée en soins intensifs dans l'heure qui suit. Normalement, nous n'autorisons que la famille proche, mais vu les circonstances... » Le docteur Chen jeta un coup d'œil aux agents de sécurité, comprenant clairement que Dante Moretti n'était pas quelqu'un qui acceptait les restrictions habituelles. « Je vais m'assurer que vous puissiez entrer, mais Monsieur Moretti, elle va rester inconsciente pendant plusieurs heures encore. Rien que l'anesthésie, je m'en fiche, je dois la voir. » Le docteur Chen acquiesça. « Une infirmière viendra vous chercher quand elle sera installée. » 45 minutes plus tard, Dante se tenait à côté du lit d'Amilé dans l'unité de soins intensifs. Elle semblait incroyablement fragile sur les draps blancs. Ses cheveux noirs étaient étalés sur l'oreiller, son visage était pâle. Des machines bipaient doucement autour d'elle, surveillant ses signes vitaux, et une perfusion intraveineuse lui administrait des fluides dans le bras. Son épaule gauche était lourdement bandée et son bras était maintenu contre sa poitrine. Mais elle respirait, elle était en vie.
Dante s'effondra sur la chaise à côté de son lit, ses jambes cédant enfin après des heures de tension. Il avait renvoyé Marcus chez lui et envoyé l'équipe de sécurité à ses postes. Ils n'étaient plus que tous les deux maintenant. Dans cette pièce calme, à l'odeur stérile et à l'éclairage tamisé, il tendit prudemment la main et prit sa main droite dans les siennes. Sa peau était fraîche, mais pas froide, et son pouls régulier sous ses doigts. « Emily », dit-il doucement, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « Quelle femme courageuse et imprudente! À quoi pensais-tu? » Mais il savait. Même en posant la question, il savait. Elle avait pensé la même chose que lui s'ils avaient été à la place l'un de l'autre, que certaines choses méritaient d'être protégées, quel qu'en soit le prix. Cette prise de conscience s'abattit sur lui comme un poids. Depuis 3 ans, Emily Carter était une présence constante dans sa vie. Elle n'était pas seulement sa secrétaire, mais la personne qui connaissait son emploi du temps mieux que lui, qui anticipait ses besoins, qui faisait fonctionner son monde chaotique. Elle avait été là pendant les crises professionnelles et les tempêtes personnelles. Toujours calme, toujours compétente, toujours là. Et il avait pris cela pour acquis. Il l'avait prise pour acquise. « Je suis désolé », murmura-t-il en effleurant ses jointures du pouce. « Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce que tu étais prête à faire. Je suis désolé de ne pas avoir... Ne pas avoir quoi? Lui dire qu'elle comptait pour lui. Lui dire qu'à un moment donné, entre les salutations matinales et les séances de travail tardives, entre sa compétence discrète et ses sourires subtils, elle était devenue essentielle pour lui d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail. Dante Moretti avait bâti son empire en sachant ce qu'il voulait et en le prenant. Mais assis là, tenant la main d'une femme qui avait pris une balle pour lui, il réalisa qu'il avait été un imbécile. Il savait ce qu'il voulait depuis plus longtemps qu'il ne voulait bien l'admettre. Il avait simplement été trop contrôlé, trop prudent, trop effrayé par la seule chose qu'il ne pouvait pas commander. Les relations humaines. Une véritable relation authentique avec quelqu'un qui voyait au-delà du pouvoir et de la réputation pour découvrir l'homme qui se cachait derrière. « Quand tu te réveilleras, dit-il d'une voix rauque, les choses vont changer, Emily. Je vais m'assurer que tu sois protégée. Vraiment protégée. Et je vais te le dire, s'interrompit-il, les mots coincés dans sa gorge. Mais elle ne pouvait pas l'entendre de toute façon. Il aurait le temps plus tard. Pour l'instant, elle avait juste besoin de se réveiller. Dante se prépara à ce qu'il savait être une longue veille, sans jamais lâcher sa main, l'encourageant silencieusement à se battre pour reprendre conscience, pour revenir vers lui. La première nuit fut la plus longue de la vie de Dante Moretti. Il était assis sur cette chaise d'hôpital inconfortable. Les mains d'Emily toujours serrées dans les siennes, il observait le mouvement régulier de sa poitrine. Chaque respiration qu'elle prenait lui semblait être un petit miracle, un défi lancé à l'univers qui avait tenté de la lui enlever. Les machines autour d'elle émettaient des bips rythmiques, un son qui aurait dû être agaçant, mais qui était au contraire réconfortant, lui rappelant qu'elle était toujours là, qu'elle se battait toujours. L'aube se levait sur New York. La pâle lumière hivernale filtrait à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital. Dante n'avait pas dormi, il ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce moment. La main de l'homme plongeant dans sa veste, le corps d'Amelia qui bougeait, le choc qui l'avait fait perdre connaissance. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Une infirmière entra, la même femme au visage aimable que la veille, dont le badge indiquait Sarah Mitchell, infirmière diplômée. « Monsieur Moretti, dit-elle doucement, je dois vérifier ses signes vitaux et changer sa perfusion. Vous pouvez sortir un instant, prendre un café. » Je reste. Sa voix était rauque à force de ne pas avoir été utilisée, mais ferme. Sarah acquiesça comme si elle n'en attendait pas moins. Elle se déplaça autour du lit avec une efficacité acquise par l'habitude, vérifiant les moniteurs, ajustant les tubes, prenant des notes sur une tablette. « Ces chiffres semblent bons, dit-elle, et Dante sentit une partie de la tension dans ses épaules se relâcher. Le Dr. Chen passera faire sa tournée dans environ 1 heure, mais jusqu'à présent, tout se déroule comme nous l'espérions. Quand se réveillera-t-elle? Cela varie selon les patients. L'anesthésie devrait se dissiper, mais son corps a subi un traumatisme important. Parfois, le cerveau nous maintient dans un état de sommeil un peu plus longtemps pour permettre la guérison. Sarah avait l'air compatissante, mais j'ai vu la façon dont vous lui tenez la main,
et j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que ce lien est important. Continuez à lui parler. Même si elle ne peut pas répondre, elle vous entend peut-être. Après le départ de Sarah, Dante s'est surpris à étudier le visage d'Emily plus attentivement. En 3 ans de collaboration, il l'avait regardée des milliers de fois, mais toujours dans le cadre du travail. Toujours avec cette distance professionnelle qu'il maintenait avec tout le monde. Maintenant, cette distance ayant disparu à cause de la crise, il la voyait vraiment. Elle avait une petite cicatrice à peine visible sur le sourcil gauche, de légères taches de rousseur sur le nez, que son maquillage dissimulait habituellement. Des rides d'expression au coin des yeux qui trahissaient une chaleur qu'elle cachait souvent derrière sa courtoisie professionnelle. Elle était belle. Il l'avait toujours su de manière abstraite, mais c'était plus que cela. Il y avait quelque chose d'intrinsèquement bon chez Amelia Carter, quelque chose de pur qui avait survécu malgré son travail dans son monde sombre. Je ne t'ai jamais parlé de ton premier jour de travail chez moi, dit Dante doucement, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. Tu t'en souviens? Bien sûr, elle ne pouvait pas répondre, mais parler lui semblait nécessaire, comme s'il la maintenait consciente à travers les mots. Tu portais un tailleur bleu marine classique, professionnel. Tu avais 22 ans et tu avais l'air terrifié, même si tu essayais de le cacher. L'agence d'intérim avait envoyé 3 assistantes avant toi, et toutes les 3 avaient démissionné dès la première semaine. Je ne m'attendais pas à ce que tu restes non plus. Il fit une pause, un léger sourire effleurant ses lèvres à se souvenir. Tu t'es assise à ce bureau et la première chose que tu as faite a été de réorganiser tout mon système de classement sans demander, sans permission. Quand je suis sorti de mon bureau et que je t'ai demandé ce que tu faisais, tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit, Monsieur Moretti, avec tout le respect que je vous dois, votre système d'organisation était inefficace. J'ai mis en place une nouvelle structure qui réduira le temps de recherche d'environ 40%. Voulez-vous que je vous explique la méthodologie? C'était son audace qui avait attiré son attention. Tous les autres le traitaient avec crainte ou une déférence servile. Mais cette jeune femme, fraîchement sortie de l'université, avait observé son chaos et l'avait simplement corrigé sans crainte, sans demander d'autorisation. J'aurais dû vous licencier sur le champ pour un tel niveau d'insubordination, poursuivit Dante d'une voix douce. Au lieu de cela, je vous ai dit que vous aviez jusqu'à la fin de la journée pour prouver que votre système fonctionnait mieux que le mien. Vous souvenez-vous de ce que vous avez répondu? Le souvenir était très clair dans son esprit. Emily avait redressé les épaules, croisé son regard provocateur et répondu avec un calme parfait. Je n'aurai pas besoin de la fin de la journée, Monsieur Moretti. Donnez-moi 2 heures et je vous prouverai que l'efficacité n'est pas de l'insubordination. C'est de l'excellence. Elle avait eu raison, bien sûr. À midi, son bureau fonctionnait mieux qu'il ne l'avait fait depuis des mois. À la fin de la semaine, il l'avait engagée à titre permanent. À la fin du mois, il lui avait accordé une augmentation et élargi ses responsabilités. Et à un moment donné, elle était devenue indispensable. Marcus arriva à 7h30 avec un sac à vêtements et un café qui sentait le mélange coûteux de la réserve privée de Dante. « Tu as mauvaise mine, » dit Marcus sans détour, en posant le café sur la petite table à côté du fauteuil de Dante. « Merci pour cette observation. Je t'ai apporté des vêtements propres. Il y a une salle de bain privée au bout du couloir où tu peux prendre une douche et te changer. » Lorsque Dante ouvrit la bouche pour protester, Marcus leva la main. « Elle est stable. Je resterai avec elle. 20 minutes, Dante. Tu ne lui seras d'aucune utilité si tu t'effondres d'épuisement. » Dante voulait discuter, mais Marcus avait raison. Il portait toujours la chemise tachée de sang de la veille et sentait la saleté de l'hôpital s'incruster dans sa peau. À contre-cœur, il lâcha la main d'Amelia et se leva. « Si quelque chose change, tu le sauras immédiatement, » promit Marcus. La douche fut brève et efficace. Dante effaça les traces physiques du traumatisme de la veille, mais le poids émotionnel demeura. Marcus avait apporté l'un de ses costumes de travail habituels, gris anthracite, chemise blanche, cravate sombre. Cet uniforme familier l'aidait à se sentir un peu plus maître de lui, même si son monde restait bouleversé. Lorsqu'il revint dans la chambre, Marcus était assis sur la chaise que Dante avait laissée libre, mais son expression était devenue plus sérieuse. « Nous devons discuter de la suite des événements, » dit Marcus calmement. Dante reprit sa place à côté du lit d'Emily et lui reprit la main avant de répondre. « Dis-moi ce que tu as appris. L'homme qui a tiré s'appelle Carlo Russo.
C'est un mercenaire qui n'est pas directement affilié à la famille Castellano, ce qui est intéressant. Victor Castellano jure qu'il n'a pas commandité le meurtre, que Russo a été introduit dans son service de sécurité à son insu. Tu le crois? Marcus hésita. En fait, oui. Victor est terrifié, et pas seulement par toi. Quelqu'un a monté cette affaire pour faire croire qu'il s'agissait d'une opération des Castellanos. La question est, pourquoi? Et qui a intérêt à ce que vous vous en preniez à eux? Dante serra les mâchoires. Quelqu'un essaie de déclencher une guerre. C'est mon avis. Si vous aviez immédiatement riposté contre les Castellanos, toute la structure du pouvoir de la ville aurait été déstabilisée. D'autres familles auraient pris parti, les alliances se seraient fracturées. Dans le chaos, quelqu'un d'autre aurait agi. Dante termina. Qui? C'est ce que nous essayons de découvrir. Mais Dante s'était sophistiqué. Celui qui a planifié ce programme pour la nouvelle année connaissait la réunion des Castellanos et savait comment infiltrer la sécurité de Victor. Ce niveau d'information interne suggère quelqu'un de proche de nous. La voix de Dante était froide. Quelqu'un dans mon organisation. Les implications de cela pesaient lourdement dans l'air. Dante avait bâti son empire sur la loyauté et la confiance. Il avait sélectionné chacun des membres de son cercle restreint. L'idée que l'un d'entre eux l'ait trahi et mis Emily en danger lui glaçait le sang. Je veux que toutes les communications des 6 derniers mois soient examinées, dit Dante, sa voix prenant le ton autoritaire qui avait bâti sa réputation. Chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque email. Recouper les informations sur toute personne qui avait connaissance à la fois de mon programme et des négociations avec Castellano. Et Marcus, je veux que cela se fasse discrètement. S'il y a un traître, je ne veux pas qu'il sache que nous le recherchons. C'est déjà en cours, lui assura Marcus. J'ai fait appel à nos collaborateurs les plus fiables. Nous procédons avec une grande précision. Bien. Le pouce de Dante caressa les jointures d'Amélie, un geste apaisant qui était devenu automatique. Et les Castellanos, Victor a proposé sa pleine coopération. Il est tout aussi intéressé que nous par découvrir qui a compromis son organisation. J'ai proposé une alliance temporaire pour partager nos renseignements et coordonner nos enquêtes. Il a convenu que c'était la meilleure solution. Dante savait qu'il fallait mettre de côté les vieilles rivalités pour faire face à une menace commune. Mais faire confiance à Victor Castellano, même temporairement, lui laissait un goût amer dans la bouche. D'accord, mais je veux que nos hommes vérifient tout ce qu'ils nous donnent. Aucune information ne doit être prise pour argent comptant. Compris? Marcus se levait pour partir. Il y a encore une chose. Les médias commencent à poser des questions. Il y avait des témoins dans le bâtiment, le personnel de nettoyage, les agents de sécurité. Nous avons réussi à contenir la plupart des informations, mais vous savez comment ça se passe. Tôt ou tard, quelque chose finira par fuiter. Laissez-moi m'occuper des médias, dit Dante. Votre travail consiste à trouver les responsables. Et Marcus, quand nous les aurons trouvés, je veux qu'ils soient traités comme il se doit. Marcus acquiesça, comprenant le langage prudent. Dans le monde de Dante, traiter comme il se doit signifiait beaucoup de choses, aucune d'entre elles n'étant agréable. Mais tout cela était gardé dans l'ombre, à l'abri du regard du public, traité par des canaux qui permettaient de nier de manière plausible. Après le départ de Marcus, Dante se retrouva seul avec Amelia. Le Dr. Chen a fait sa ronde habituelle, examinant Ellie avec un professionnalisme irréprochable. « Tout semble aller bien, Monsieur Moretti », dit-elle en prenant des notes sur sa tablette. Son corps réagit bien au traitement. La blessure ne montre aucun signe d'infection et ses signes vitaux sont stables. Je suis optimiste quant à son rétablissement. Quand se réveillera-t-elle? Sauf complication, je pense qu'elle reprendra conscience dans les 12 à 24 heures. Chaque personne est différente, mais son corps semble bien guérir. C'était une bonne nouvelle, mais Dante n'y croirait vraiment qu'une fois qu'il verrait les yeux noisettes d'Émile s'ouvrir à nouveau. La journée s'écoula dans un étrange état de suspension. Dante s'occupa de ses affaires depuis la chambre d'hôpital. Marcus lui apportait des documents à examiner, des mises à jour sur divers projets, des décisions qui ne pouvaient attendre. Mais son attention était partagée, revenant sans cesse vers la femme allongée dans le lit à côté de lui. Vers midi, il se surprit à lui parler à nouveau. « Vous souvenez-vous de l'acquisition de Reynolds ?» demanda-t-il d'une voix calme dans le silence de la chambre. « Il y a environ 18 mois,
Cette fusion désastreuse qui nous a presque coûté des millions. Les négociations avaient été brutales. La famille Reynolds voulait vendre sa chaîne d'hôtels-boutiques, mais l'audit préalable avait révélé des problèmes. Des problèmes structurels, des conflits sociaux, des irrégularités financières. La plupart des membres de l'équipe de Dante avaient conseillé de renoncer à l'opération. C'est toi qui as trouvé la solution, a poursuivi Dante. Tu as passé tout un week-end à examiner les contrats, à tout recouper. Le lundi matin, tu es entré dans mon bureau et tu as présenté un plan de restructuration qui résoudrait tous les problèmes tout en rendant l'acquisition rentable. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait présenté. Calme, minutieuse, brillante, sans ego, sans chercher à être reconnue, juste avec une compétence pure et une confiance tranquille qui venait du fait qu'elle savait qu'elle avait raison. Je t'ai demandé pourquoi tu avais fait ça. L'acquisition ne relevait pas de ta responsabilité. Tu aurais pu la laisser échouer et personne ne t'aurait blâmé. Tu te souviens de ce que tu as répondu? Ces mots résonnaient dans sa mémoire. Parce que vous m'avez fait confiance en me donnant accès à ces informations, M. Murty, et je ne prends pas cette confiance à la légère. Si je peux contribuer à renforcer cette entreprise, pourquoi ne le ferais-je pas? La confiance. Avec Emily, tout revenait toujours à la confiance. Elle n'avait jamais trahi une confidence, jamais partagé des informations qu'elle n'aurait pas dû, jamais utilisé sa position à des fins personnelles. Dans un monde où la loyauté s'achetait et se vendait, où tout le monde avait un intérêt, Emily Carter était d'une authenticité rafraîchissante et frustrante. Je vous ai donné une prime pour cela. Dante a dit qu'elle était substantielle. Vous avez essayé de la refuser. Vous avez dit que vous ne faisiez que votre travail. Il a secoué la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. J'ai pratiquement dû vous ordonner de l'accepter. Et puis, vous en avez donné la moitié à un fonds de bourse d'études pour les étudiants en commerce. Marcus m'a dit, je pense que vous ne vous rendiez pas compte que je le découvrirais. Il y avait eu des dizaines de moments comme celui-là au cours des 3 dernières années. De petites choses qui, mises bout à bout, avaient dessiné un portrait de qui j'étais vraiment. Compétent, compatissant, intègre. Et Dante, idiot qu'il était, l'avait tenu à distance, avait maintenu cette distance professionnelle, même s'il comptait de plus en plus sur elle, s'était dit que c'était approprié, que c'était nécessaire, que son monde était trop dangereux pour laisser quelqu'un s'approcher vraiment. Hier avait prouvé à quel point il s'était trompé. Le danger l'avait trouvé malgré tout, et maintenant elle était allongée dans un lit d'hôpital parce qu'il ne l'avait pas protégée. « Je suis désolé », murmura-t-il en portant sa main à ses lèvres. « Je suis tellement désolé, Emily. » Le soir, Marcus revint lui rendre visite, cette fois avec des informations plus concrètes. « Nous avons réduit le champ des suspects, dit-il à voix basse. Seules 3 personnes avaient accès à votre emploi du temps et aux détails de la négociation avec Castellano. L'une d'elles, c'est moi. Ce n'est pas toi, dit Dante d'un ton neutre. J'apprécie ta confiance, mais nous devons être rigoureux. Les 2 autres sont Anthony Ritchie, de ton service de sécurité, et James Chen, de l'équipe juridique. Dante réfléchit rapidement aux implications. Anthony était à ses côtés depuis 5 ans et lui avait sauvé la vie à 2 reprises. James était plus récent, seulement 18 mois, mais il avait été minutieusement contrôlé avant d'être intégré à l'organisation. « Que vous dit votre instinct ?» demanda Dante. « James, répondit immédiatement Marcus, la loyauté d'Anthony est incontestable. Mais James, il est ambitieux, intelligent, toujours à la recherche de plus de responsabilités, de plus d'accès. Il y a 6 semaines, il a fait un voyage personnel à Atlantic City. Il l'a payé en espèces. Aucune trace de carte de crédit. Ce n'est peut-être rien, mais c'est suspect, conclut Dante. Que savons-nous de ses déplacements au cours de la semaine dernière? Il a été prudent, rien de vraiment suspect. Mais nous avons obtenu ses relevés téléphoniques. Il utilise des applications de messagerie cryptée. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement compromettant, mais combiné à tout le reste, faites-le venir, ordonna Dante calmement. Je veux lui parler personnellement. Dante, s'il laisse la fuite, je veux le confronter directement. Je veux le regarder dans les yeux. Dante l'interrompit. Je veux voir s'il a l'audace de me mentir en face. Organisez ça pour demain dans un endroit privé. Et Marcus, je veux des agences de sécurité sur place, mais hors de vue. S'il s'enfuit, je veux qu'il soit immédiatement maîtrisé. Après le départ de Marcus pour prendre les dispositions nécessaires, Dante reporta son attention sur Emily.
Le soleil s'était couché, plongeant la pièce dans la douce lueur de la lampe de chevet. Il était là depuis plus de 24 heures maintenant, et la fatigue commençait à le rattraper, mais il refusait de partir. Tu me dirais que je suis irrationnel, dit-il à sa silhouette endormie. Tu aurais probablement déjà coordonné une rotation de personnes pour monter la garde afin que je puisse me reposer. C'est ce que tu fais. Tu t'occupes de tout. Tu prends soin de moi-même quand je ne réalise pas que j'en ai besoin. Un souvenir lui revint à l'esprit, net et précis. C'était il y a environ 1 an, lors d'une acquisition particulièrement stressante. Dante travaillait 18 heures par jour, mangeait à peine, se nourrissant de café et de détermination. Il était dans son bureau tard un soir quand Emily apparut avec un vrai repas. Pas un plat à emporter, mais quelque chose qu'elle avait clairement préparé elle-même. De la soupe au poulet, du pain frais, une salade. Vous devez manger, Monsieur Reddy, avait-elle dit en posant la nourriture sur son bureau avec cette autorité calme qu'elle exerçait si bien. De la vraie nourriture, pas de la caféine et des antiacides. Il avait d'abord été irrité, prêt à la renvoyer. Mais quelque chose dans son expression l'avait arrêté. Une préoccupation sincère qui allait au-delà de l'obligation professionnelle. C'est vous qui avez préparé ça? Avait-il demandé. Oui, c'est la recette de ma grand-mère. C'est bon pour le stress. Elle avait souri légèrement. Considérez cela comme de la prévention sanitaire. Un patron malade est un patron inefficace. Il avait mangé la soupe et elle était délicieuse, réconfortante d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Lorsqu'il l'avait remerciée le lendemain, elle avait simplement hoché la tête et était passée à la tâche suivante, comme si prendre soin de lui n'était qu'une autre tâche sur sa liste. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Dante s'en rendait compte maintenant. Ses petits gestes, les repas, la façon dont elle ajustait son emploi du temps pour s'assurer qu'il dorme suffisamment pendant les périodes de crise, la façon dont elle réglait les problèmes avant qu'ils ne l'atteignent, tout cela n'était pas seulement de l'excellence professionnelle. C'était de l'attention sincère et donnée librement. Et il avait été tellement concentré sur le maintien des limites qu'il ne l'avait jamais reconnu, ne lui avait jamais fait savoir qu'il l'avait remarqué, qu'il l'appréciait, qu'à un moment donné, elle était devenue plus que sa simple secrétaire. Quand tu te réveilleras, dit Dante doucement, je vais tout te dire. Fini la distance professionnelle. Fini les faux semblants. Je ne vois pas ce que tu fais, qui tu es. Tu t'es mise en danger pour moi, Emily. Le moins que je puisse faire, c'est d'être honnête avec toi sur ce que cela signifie pour moi. Les machines continuaient à émettre leur bip régulier. La poitrine d'Emily Lee se soulevait et s'abaissait à un rythme paisible. Et Dante veillait, surveillant la femme qui était devenue, sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait vraiment voulu, la personne la plus importante de sa vie. Le deuxième jour apporta des améliorations progressives. Le Dr. Chen a indiqué que le corps d'Emily Lee se remettait bien, que ses signes vitaux continuaient de se renforcer, mais qu'elle ne s'était toujours pas réveillée, ce qui inquiétait Dante plus qu'il ne voulait l'admettre. C'est normal, l'a rassuré Sarah, l'infirmière, lors d'une de ses visites régulières. Certains patients ont simplement besoin de plus de temps. Son corps a subi un traumatisme grave. Le cerveau est protecteur. Il nous maintient dans un état second jusqu'à ce qu'il soit convaincu que nous sommes prêts à reprendre conscience. Mais elle se réveillera. Tout indique que oui, Monsieur Moretti, vous devez être patient. La patience n'avait jamais été le point fort de Don. C'était un homme d'action, quelqu'un qui façonnait le monde à sa guise grâce à sa forte personnalité et à sa capacité à élaborer des stratégies. Mais ici, dans cette chambre d'hôpital, il était impuissant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre et espérer. La réunion avec James Chen était prévue pour cet après-midi-là. Dante avait demandé à Marcus de faire appel à une infirmière de confiance pour rester auprès d'Emily pendant son absence. Il refusait de la laisser complètement seule. Le lieu de la réunion était l'une de ses propriétés privées, une maison en grès brun à Brooklyn qui servait aux discussions sensibles. James arriva à l'air nerveux, ce qui pouvait signifier qu'il se sentait coupable ou simplement qu'il était naturellement anxieux d'avoir été convoqué par Dante Moretti. Il avait une trentaine d'années, était bien habillé et avait le comportement raffiné de quelqu'un qui avait fait des études de droit coûteuses et suivi une formation en entreprise. James le salua Dante d'une voix neutre. « Merci d'être venu. »« Bien sûr, Monsieur Moretti, j'étais désolé d'apprendre ce qui était arrivé à Mademoiselle Carter. Comment va-t-elle? »
C'était de la chose à dire, mais Dante écoutait plus que les mots. Il observait le langage corporel de James, les micro-expressions qui pouvaient révéler la vérité ou le mensonge. Elle est stable, elle se remet. Dante lui indiqua une chaise. Asseyez-vous, je vous prie. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de la négociation avec Castellano. James s'assit et Dante remarqua le léger tremblement de ses mains lorsqu'il les posa sur les accoudoirs. Tout ce que vous voulez, bien sûr. Qui était au courant de la réunion précisément? Qui, dans notre organisation, avait accès aux détails? L'heure, le lieu, les participants? Eh bien, vous et Marcus, évidemment. Anthony devait être au courant pour des raisons de sécurité. Je m'occupais des documents juridiques, donc j'étais au courant. Et Mademoiselle Carter devait être au courant puisqu'elle gérait votre emploi du temps. Quelqu'un d'autre? James hésita. Et dans cette hésitation, Dante vit quelque chose passer sur son visage. De la peur, James, dit Dante calmement, mais avec un ton qui fit tressaillir le jeune homme. Je vais te poser une question et je veux que tu réfléchisses très attentivement avant de répondre, car les conséquences d'un mensonge à mon égard seraient graves. Tu comprends? Oui, monsieur. As-tu partagé des informations sur cette réunion avec quelqu'un en dehors de notre organisation? James pâlit, ses mains agrippèrent les accoudoirs plus fermement, ses jointures blanchissant. Pendant un long moment, il ne dit rien, et Dante pouvait pratiquement voir le combat intérieur qui se déroulait en lui. Avouer ou essayer de maintenir le mensonge. Finalement, les épaules de James s'affaissèrent. « Je ne savais pas, murmura-t-il. Je vous le jure, Monsieur Moretti, je ne savais pas ce qu'il prévoyait. » L'expression de Dante resta impassible, mais intérieurement, la colère brûlait en lui. « Expliquez-moi tout maintenant. » L'histoire fut racontée à toute vitesse, dans un débit désespéré. James avait été approché 6 mois auparavant par quelqu'un qui prétendait représenter une société de développement rivale. On lui avait proposé de l'argent en échange d'informations. Juste des renseignements commerciaux, avait-on dit, des détails sur les acquisitions, les stratégies de négociation, rien qui puisse nuire à qui que ce soit, lui avait-on assuré. Juste de l'espionnage industriel, comme il s'en fait tous les jours. Je sais que c'était mal, dit James désespéré. Je le savais dès le début, mais j'ai des dettes d'études, les frais médicaux de ma mère. Ils m'ont offert tellement d'argent et je pensais que ce n'était que des informations sur des transactions commerciales. Je n'aurais jamais imaginé. Sa voix se brisa. Que Mademoiselle Carter soit blessée. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je ne ferai jamais ça. Qui vous a approché? La voix de Dante était glaciale. Un homme nommé Robert Sullivan. Il a dit qu'il travaillait pour Titan Development Group. Mais après ce qui s'est passé, j'ai essayé de le retrouver. Et M. Moretti, Titan Development n'existe pas. C'est une société écran. Tout cela était un piège et j'ai été assez stupide pour tomber dedans. Dante absorba cette information. Son esprit était déjà en train d'en analyser les implications. Quelqu'un avait mis au point un plan élaboré pour compromettre James afin d'obtenir des informations permettant d'orchestrer une attaque qui semblerait provenir des Castellanos. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer Dante, il s'agissait de déstabiliser toute la structure du pouvoir. Vous direz tout à Marcus, dit Dante, la voix soigneusement maîtrisée. Malgré la rage qui bouillonnait à chaque rencontre, chaque information que vous avez partagée, chaque détail dont vous vous souvenez à propos de ce Robert Sullivan, vous coopérerez pleinement à notre enquête. En échange, ta vie sera épargnée. Les yeux de James s'écarquillèrent d'un espoir désespéré. Merci, Monsieur Moretti, merci. Je jure que je... Cependant, Dante le coupa. Tu ne travailles plus pour moi. Tu seras escorté pour récupérer tes effets personnels sous surveillance. Tu signeras les accords de confidentialité préparés par nos avocats et tu ne parleras en aucun cas de ce que tu as appris au sein de mon organisation. Si vous le faites, la clémence dont je fais preuve aujourd'hui sera révoquée. Suis-je clair? Tout à fait clair, monsieur. Je comprends. Encore une chose, James. Dante se pencha en avant, ses yeux gris fixant le jeune homme. Ma secrétaire a reçu un projectile qui m'était destiné parce que quelqu'un a utilisé les informations que vous avez fournies. Vous n'avez peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais son sang est néanmoins sur vos mains. Vous devrez vivre avec cela désormais. Sortez de ma vue. Après que James eut été escorté dehors, Marcus rejoignit Dante dans la pièce. Nous allons lui soutirer tout ce que nous pouvons, dit Marcus.
Le nom de Robert Sullivan est clairement faux, mais il y a peut-être quelque chose dans les réunions, les communications, un dérapage, un détail qui pourrait nous mener à celui qui est vraiment derrière tout ça. Trouvez-les, ordonna Dante. Peu m'importe le temps que cela prendra ou les ressources que nous devrons utiliser. Celui qui a fait ça, celui qui a mis Amelia dans ce lit d'hôpital, je veux qu'on le trouve. Considérez que c'est fait. Dante retourna à l'hôpital alors que le soleil se couchait le deuxième jour. L'infirmière de confiance lui rapporta qu'il n'y avait eu aucun changement, mais que les signes vitaux d'Emily restaient solides. Dante la remercia et la congédia, reprenant sa place à côté du lit. Nous faisons des progrès, dit-il à Emily en lui reprenant la main. Nous savons maintenant qui a divulgué l'information. Un avocat à mon service qui s'est fait manipuler par quelqu'un de plus intelligent que lui. Nous suivrons la piste. Nous découvrirons qui est vraiment responsable. Il fit une pause, observant son visage paisible. Mais honnêtement, pour l'instant, je ne me soucie pas autant que je le devrais de tout cela. Tout ce qui m'importe, c'est que tu te réveilles. Tout le reste peut attendre. Cet aveu était significatif. Dante Moretti, qui avait bâti sa réputation en donnant toujours la priorité aux affaires, en ne laissant jamais ses émotions obscurcir son jugement, était prêt à laisser le monde s'écrouler si cela signifiait que la femme dans ce lit ouvrait les yeux. « J'ai besoin que tu reviennes, Emily, dit-il doucement. J'ai besoin que tu te réveilles pour que je puisse te dire des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps, pour que je puisse te remercier pour ces 3 années de loyauté et de dévouement, pour que je puisse, s'interrompit-il, la gorge serrée, pour que je puisse te dire que je t'aime. » Cette prise de conscience l'avait envahi depuis plusieurs jours, mais elle s'était maintenant cristallisée avec une parfaite clarté. Il l'aimait, il ne se contentait pas de l'apprécier, ni de la valoriser sur le plan professionnel. Il aimait Emily Carter. Sa force tranquille, son intégrité, sa compétence, la façon dont elle le mettait au défi tout en le soutenant, la façon dont elle avait amélioré sa vie sans rien demander en retour. Et il avait été trop aveugle, trop contrôlé, trop effrayé pour s'en rendre compte jusqu'à ce qu'elle frôle la mort. « S'il te plaît, réveille-toi, murmura-t-il. « S'il te plaît, Emily, j'ai tant de choses à te dire. » Cela se produisit à 2h47 du matin, le 3e jour. Dante s'était assoupi dans le fauteuil, la tête posée sur le bord du lit d'Emily, leurs mains toujours entrelacées. Il rêvait du bureau, d'Emily lui apportant son café et lui souriant de cette manière subtile qui lui était propre, lorsqu'un bruit le ramena à la réalité. Les machines bipaient plus vite, différemment. Dante redressa brusquement la tête, immédiatement en alerte. Les signes vitaux d'Emily changeaient sur les moniteurs, son rythme cardiaque s'accélérait, sa tension artérielle baissait. Alors même qu'il observait, les alarmes se mirent à retentir. « Emily, dit-il en se levant, sa main serrant la sienne. « Emily, tu m'entends? » Ses paupières papillonnèrent, mais ne s'ouvrirent pas. Sa respiration était devenue difficile, sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec un effort visible. La porte s'ouvrit brusquement et Sarah se précipita à l'intérieur, suivie de 2 autres infirmières et du Dr. Chen, qui devait être en train de faire sa tournée de fin de service. « Que se passe-t-il » demanda Dante. Mais alors même qu'il posait la question, le personnel médical se précipita autour du lit, vérifiant les moniteurs et réglant les équipements. « Sa saturation en oxygène diminue », dit le Dr. Chen d'une voix sèche et professionnelle. « Il s'agit peut-être d'une embolie pulmonaire. Nous devons l'emmener passer un scanner immédiatement. Monsieur Moretti, vous devez reculer. » « Non, je sais. » La voix du Dr. Chen était empreinte d'autorité. « Nous n'avons pas le temps de discuter. » Des mains tiraient en Dante en arrière tandis que le lit était déverrouillé et commençait à se diriger vers la porte. Il aperçut une dernière fois le visage pâle d'Emily avant qu'il ne la transporte hors de la pièce, le laissant seul dans un silence soudain. Marcus apparut de nulle part. Elle devait être dans la salle d'attente. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. La voix de Dante était vide. Elle était stable. Et puis les alarmes ont retenti. Ils ont dit quelque chose à propos de ses poumons. Elle s'en sortira, dit Marcus. Mais même lui semblait incertain. Les médecins savent ce qu'ils font. Dante se dirigea vers la fenêtre, fixant les lumières de la ville sans vraiment les voir. Ses mains tremblaient. Il tremblait vraiment, ce qui ne lui était pas arrivé depuis son adolescence, lorsqu'il avait été confronté à sa première véritable menace. « Je ne peux pas la perdre, Marcus, dit-il doucement. Je ne peux pas.
Tu ne la perdras pas. Emily est une battante. Tu le sais bien. Les minutes s'étirèrent en une éternité. Dante faisait les 100 pas dans la petite pièce, incapable de rester assis, incapable de penser à autre chose qu'à Emily qui luttait pour respirer. Emily en danger. Emily, peut-être. Non. Il refusait même d'y penser. Finalement, après ce qui lui sembla être des heures, mais qui n'était probablement que 45 minutes, le Dr. Chen revint. Son expression était sérieuse mais pas désespérée, et Dante prit cela comme un bon signe. Elle est stable, dit immédiatement le Dr. Chen, et Dante sentit ses genoux faiblir sous le poids du soulagement. C'était un petit caillot qui s'était formé après l'opération. Nous l'avons détecté à temps et lui avons administré un traitement. Elle est sous anticoagulant et nous la surveillons de près, mais elle devrait s'en sortir. Puis je la vois, ils sont en train de la réinstaller en soins intensifs. Donnez-leur 10 minutes. L'expression du Dr. Chen s'adoucit légèrement. Monsieur Moretti, je sais que cela a été effrayant, mais des complications comme celle-ci, bien que graves, ne sont pas rares après ce type de traumatisme. Nous sommes sur le coup. Elle va se rétablir. Lorsque Dante fut enfin autorisé à rentrer dans la chambre, Emily semblait encore plus fragile qu'avant, entourée d'appareils de surveillance supplémentaires, mais elle respirait plus facilement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme plus naturel. Dante s'effondra dans son fauteuil et lui reprit délicatement la main. « Tu m'as fait peur, dit-il d'une voix rauque, émue. Ne refais plus jamais ça, Emily. Je peux supporter beaucoup de choses, mais je ne peux pas supporter l'idée de te perdre. » Les machines émettaient leur bip régulier. Emily dormait, inconsciente de sa veille, inconsciente de la façon dont elle avait bouleversé son monde. Dante s'installa à nouveau, déterminé à ne pas la quitter jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux et revienne vers lui. « Batte-toi, murmura-t-il, reprenant les mots qu'il avait prononcés quelques jours auparavant. « Continue à te battre, Emily. Je suis là. Je ne vais nulle part. » Et dans le silence de la chambre d'hôpital, alors que l'aube approchait et que la ville commençait à s'animer en contrebas, Dante Moretti fit un vœu silencieux. Quand Emily Carter se réveillerait, tout changerait. Il ferait en sorte qu'elle sache exactement ce qu'elle représentait pour lui, à quel point il l'appréciait. Pas seulement en tant que secrétaire, mais en tant que femme qui, d'une manière ou d'une autre, avait conquis son cœur si bien gardé. Il avait juste besoin qu'elle se réveille. La première chose dont Amelia prit conscience fut la douleur. Une douleur sourde et persistante dans son épaule gauche qui semblait irradier dans tout son corps. La deuxième chose fut la lumière, trop vive même à travers ses paupières closes, qui lui donna envie de se réfugier dans l'obscurité confortable de l'inconscience. Mais quelque chose l'attirait vers l'avant, l'empêchant de sombrer. Une chaleur autour de sa main droite, une voix basse et familière, prononçant des mots qu'elle ne distinguait pas encore très bien. Elle se concentra sur cette voix, l'utilisant comme un point d'ancrage. Il lui fallut un effort considérable pour ouvrir les paupières. Et lorsqu'elle y parvint enfin, le monde était flou, blanc et chromé, baigné d'une lumière fluorescente trop vive. Emily, la voix devint plus claire, et avec elle, un visage apparut. Dante Moretti se penchait sur elle, ses yeux gris écarquillés d'une émotion qu'elle n'y avait jamais vue auparavant. Du soulagement, un soulagement pur et immense. « Emily, tu m'entends? » Sa main se resserra autour de la sienne et elle comprit d'où venait cette chaleur. Sa main enveloppait la sienne comme s'il s'y accrochait de toutes ses forces. Elle essaya de parler, mais sa gorge était douloureusement sèche. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. Dante attrapa immédiatement un verre d'eau avec une paille et le porta à ses lèvres avec une douceur surprenante. « À petite gorgée, lui dit-il, et elle obéit. L'eau fraîche apaisa sa gorge desséchée. Après quelques gorgées, elle parvint à articuler d'une voix rauque. « Monsieur Moretti. » Quelque chose passa sur son visage. Était-ce de la douleur? Mais cela disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer, remplacé par ce contrôle minutieux qu'elle connaissait si bien. « Vous êtes à l'hôpital, dit-il, d'une voix calme malgré l'intensité de son regard. Vous êtes inconsciente depuis 2 semaines. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? 2 semaines? » L'esprit embrumé d'Emily Lee avait du mal à assimiler cela. Elle essaya de rassembler ses derniers souvenirs clairs. Le bureau, une réunion, des hommes en costume, puis un pistolet, le reflet du métal, un mouvement. « J'ai sauté, » murmura-t-elle, le souvenir se cristallisant. « Quelqu'un allait le faire. Je devais vous protéger. »
Dante serra la mâchoire, un muscle de sa joue se contractant. Oui, vous l'avez fait, et tu as été blessé à cause de ça. Le ton clinique avec lequel il le dit ne correspondait pas à l'émotion qui tourbillonnait dans ses yeux. Emily essaya de se redresser, mais une douleur lui transperça l'épaule et elle haleta. Ne bouge pas, dit rapidement Dante, sa main libre appuyant doucement son dos contre les oreillers. Tu as été opéré. Le médecin a dit que tu devais rester immobile pendant ta convalescence. Une infirmière au visage aimable et aux mains douces apparut et vérifia les moniteurs autour du lit d'Emily. Bon retour parmi nous, Sel Carter. Je m'appelle Sarah. Vous nous avez fait très peur. Comment vous sentez-vous? Fatigué, parvint à répondre Emily. Et j'ai mal. C'est normal, je vais chercher le médecin. Shannon va ajuster vos médicaments contre la douleur. Sarah lui sourit chaleureusement. Mais je dois dire que nous sommes tous très heureux de voir vos yeux ouverts, surtout Monsieur Moretti. Il n'a pas quitté votre chevet depuis 2 semaines. Le regard d'Amelia se posa à nouveau sur Dante. En le regardant vraiment, elle vit qu'il avait l'air épuisé. Il avait des cernes sous les yeux et son apparence habituellement impeccable était légèrement débraillée. Son costume était froissé comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. Était-il vraiment resté ici tout ce temps? Après le départ de Sarah pour aller chercher le médecin, le silence s'installa entre eux. Dante tenait toujours sa main, son pouce traçant inconsciemment des motifs sur sa peau. « Tu aurais dû te reposer, » dit Emily doucement. « Tu n'aurais pas dû rester ici. Je suis sûr que Marcus aurait pu tout coordonner. » « Emily, » Dante l'interrompit d'une voix rauque. « Arrête, arrête juste d'être aussi altruiste pendant 1 minute. » Elle cligna des yeux, surprise par l'intensité de son ton. « Tu as pris un projectile à ma place, » continua-t-il, chaque mot soigneusement contrôlé. « Tu as failli mourir. Tu es resté dans le coma pendant 2 semaines. Et la première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est de t'inquiéter de savoir si je me suis suffisamment reposé. Je suis désolé. Je ne m'excuse pas. » Sa main se resserra presque désespérément autour de la sienne. « Tu n'as aucune raison de t'excuser. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Je n'ai pas réussi à te protéger. Je t'ai mise en danger simplement en te faisant entrer dans cette pièce. C'est ma faute. Non. » La voix d'Amy était plus forte maintenant, malgré son épuisement. C'était mon choix. J'ai vu ce qui se passait et j'ai choisi d'agir. Vous n'avez pas échoué, Monsieur Moretti. J'ai pris ma décision. Pourquoi? La question jaillit de sa bouche comme s'il l'avait retenue pendant des jours. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu risqué ta vie pour moi? Parce que je t'aime, pensa Emily. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Même maintenant, groggy et souffrante, elle ne pouvait se résoudre à franchir cette ligne. Il était toujours son patron. Elle n'était toujours que sa secrétaire. Rien n'avait changé à ce sujet. Même si elle avait pris une balle pour lui, lorsqu'elle ne répondit pas, quelque chose dans l'expression de Dante changea. De la douleur peut-être, ou de la frustration. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse en dire plus, le Dr. Chen arriva avec Sarah, et le moment fut perdu dans une vague d'examens médicaux et de questions. Les jours suivants se déroulèrent dans le brouillard de la convalescence. Emily apprit qu'elle avait eu une chance incroyable. Le projectile avait manqué les artères principales, mais avait causé d'importants dommages tissulaires. Elle aurait besoin d'une rééducation intensive pour retrouver l'usage complet de son bras gauche. Mais les médecins étaient optimistes quant à son rétablissement. Dante lui rendait visite tous les jours, restant généralement plusieurs heures, mais quelque chose avait changé entre eux depuis cette première conversation. Il y avait désormais une tension, un poids de mots non dits qui planait dans l'air. Il était toujours attentif, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, coordonnant avec le personnel médical, lui apportant des livres et des magazines pour passer le temps. Mais cette émotion brute qu'il avait manifestée à son réveil était à nouveau enfermée derrière son attitude habituellement contrôlée. C'est Marcus qui lui a finalement donné une image complète de ce qui s'était passé pendant qu'elle était inconsciente. « Dante est parti en guerre pour toi », a déclaré Marcus sans détour, assis dans le fauteuil réservé aux visiteurs un après-midi, pendant que Dante passait d'un appel professionnel à l'extérieur. L'homme qui a essayé de te faire du mal, les personnes qui ont planifié cela, il a démantelé toute leur opération de manière méthodique, complètement. Emily a senti son estomac se nouer. « Que veux-tu dire? » Marcus l'a observé attentivement.
Je veux dire qu'il a utilisé toutes les ressources à sa disposition pour découvrir qui était responsable et s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais vous menacer, vous ou quelqu'un d'autre. Ce n'était pas joli, Emily. Et cela lui a coûté des alliances qu'il avait mis des années à construire, des positions stratégiques qu'il avait soigneusement cultivées. Il a tout brûlé pour vous protéger. Mais pourquoi? La question sortit dans un murmure à peine audible. Je ne suis que sa secrétaire. Tu me poses vraiment cette question? L'expression de Marcus était presque compatissante. Emily, tu es une femme intelligente. Tu as sûrement remarqué la façon dont il te regarde, la façon dont il te regarde depuis au moins 1 an. Le cœur d'Emily battait à tout rompre dans sa poitrine. Marcus, je ne vois rien. Il t'aime, dit simplement Marcus. Il ne se rend probablement même pas compte à quel point c'est évident pour tout le monde sauf vous deux. Mais ceux d'entre nous qui connaissent Dante depuis des années, nous le voyons. La façon dont il t'écoute quand tu parles. La façon dont son attitude s'adoucit quand tu entres dans une pièce. Le fait qu'il ait passé 2 semaines à dormir sur une chaise d'hôpital parce qu'il ne supportait pas de te quitter. Il n'a jamais rien dit, murmura Aimé. Dante ne sait pas comment exprimer ce genre d'émotion. Il a été élevé dans un monde où les sentiments sont considérés comme des faiblesses à exploiter, mais les actions, lui, il les comprend. Et ses actions crient haut et fort ce qu'il ressent pour toi. Avant qu'Emily n'ait eu le temps d'assimiler cette révélation, Dante revint et Marcus changea habilement de sujet. Mais ces mots restaient engravés dans son esprit, résonnant dans son esprit. 1 semaine après son réveil, Emily fut transférée de l'unité de soins intensifs à une chambre normale. Elle était désormais capable de s'asseoir et de se nourrir seule avec sa main droite, même si son bras gauche restait immobilisé contre sa poitrine. La kinésithérapie avait commencé, avec des séances douloureuses où elle devait réapprendre les mouvements de Bayal, mais elle s'y attela avec la même détermination qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait. Dante arriva un soir avec un dossier rempli de documents. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être savoir ce qui se passe au niveau de l'entreprise, » dit-il en s'installant sur la chaise à côté de son lit. « Tu n'as pas besoin de me tenir au courant, » répondit Emily. « Je suis en arrêt maladie. Je suis sûr que ton assistante temporaire s'occupe de tout. » « L'assistante temporaire est tout juste compétente, » répliqua Dante, laissant transparaître son humour pince sans rire habituel. « Elle n'anticipe pas mes besoins comme vous le faites. Elle ne réorganise pas mon système de classement sans permission. » Malgré elle, Emily sourit légèrement. « Je n'arrive toujours pas à croire que vous ne m'ayez pas licencié pour ça. » « La meilleure décision que je n'ai jamais prise, dit Dante, et il y avait quelque chose dans son ton qui lui coupa le souffle. Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. « Mais je veux discuter de quelque chose avec vous. Ton rôle à ton retour. »« À mon retour, » répéta Emily. « Bien sûr, à ton retour. Pensais-tu que je te remplacerais? » Dante avait l'air presque offensé. « Emily Lee, tu es irremplaçable. Mais après tout ce qui s'est passé, je pense que nous devons apporter quelques changements. » Il étala les documents. Nouveau protocole de sécurité, mesures de protection renforcées, restructuration de la manière dont les informations étaient compartimentées au sein de son organisation. « Je procède à une refonte complète de nos systèmes de sécurité, » expliqua Dante. « Ce qui vous est arrivé a révélé des vulnérabilités que j'aurais dû corriger il y a des années. À partir de maintenant, toute personne occupant un poste de confiance bénéficiera d'une protection renforcée. Cela vous inclut, M. Moretti. Je n'ai pas besoin, si vous en avez besoin. » Sa voix était ferme. « Vous avez été prise pour cible, Emily. Pas au hasard, mais spécifiquement parce que quelqu'un savait que vous faire du mal me ferait du mal. » Cette confession resta suspendue dans l'air entre eux. Le pouls d'Amelia s'accéléra. « Que voulez-vous dire? » Dante posa les documents et la regarda droit dans les yeux. « Je veux dire que vous êtes devenue importante pour l'organisation, pour moi, et que cela fait de vous une cible. Je ne peux pas changer cela, mais je peux m'assurer que vous soyez protégée. Je ne veux pas vivre comme une prisonnière, » dit Emily doucement, entourée de gardes, incapable de mener une vie normale. « Je ne te demande pas d'être une prisonnière. Je te demande de me laisser te protéger. » Dante serra les mâchoires. « Je ne peux pas revivre ça, Emily. Te voir saigner sur le sol de mon bureau, rester assis à côté de ton lit d'hôpital pendant 2 semaines, me demandant si tu te réveillerais un jour. Je ne peux pas. » La franchise brute dans sa voix serra la gorge d'Emily. « Et si je dis non,
Si je te dis que je ne veux pas de sécurité renforcée, de protection, alors je respecterai ton choix, dit Dante, même si tout son corps suggérait à quel point cela serait difficile pour lui. Mais je devrais aussi te demander de réfléchir à la question de savoir si continuer à travailler pour moi est la bonne décision. Si tu ne me laisses pas te protéger et que ta position te rend vulnérable, alors tu serais peut-être plus en sécurité ailleurs. Ces mots frappèrent Miley comme un coup physique. Vous me licencieriez. Je vous libérerai de votre contrat avec une recommandation qui vous permettrait d'obtenir n'importe quel poste que vous souhaiteriez dans la ville. Dante précisa. Je m'assurerai que vous soyez financièrement à l'abri. Mais oui, si cela signifiait assurer votre sécurité, je vous laisserai partir. Emily le fixa du regard, voyant le conflit dans son expression, la lutte entre le désir de la garder près de lui et celui de la garder en sécurité. « Que voulez-vous, Monsieur Moretti ?» demanda-t-elle doucement. « Pas ce qui est logique, pas ce qui est stratégique. Que voulez-vous ?» Pendant un long moment, Dante ne dit rien, puis, lentement, il tendit la main et prit la sienne. Ce n'était pas le geste professionnel de réconfort qu'il lui avait offert auparavant, mais quelque chose de plus délibéré, de plus intime. « Je veux que tu sois en sécurité, » dit-il d'une voix basse. « Je veux que tu restes en vie. Je veux que vous me regardiez sans crainte, sans douleur. »« Je veux, » s'interrompit-il, semblant chercher ses mots. « Je veux des choses que je n'ai pas le droit de vouloir, Emily. » Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Comme quoi, comme que vous restiez dans ma vie, pas seulement en tant que secrétaire, mais... Le pouce de Dante effleura ses jointures. Le geste était d'une douceur poignante. Mais je veux aussi que tu aies le choix de partir si c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, même si cela me tue de te laisser partir. Et si je ne veux pas partir, murmura Emily d'une voix à peine audible. Si je veux rester malgré le danger, alors tu acceptes ma protection, dit Dante fermement. Ce n'est pas négociable, parce que je ne veux pas te voir souffrir à nouveau. Avant qu'Emily n'ait le temps de répondre, la porte de sa chambre d'hôpital s'ouvrit. Marcus entra, l'air grave, ce qui les mit immédiatement tous les deux en alerte. « Nous avons un problème, » dit Marcus sans préambule. « La famille Luciano vient d'envoyer un message. Ils sont au courant de l'enquête. Ils savent que nous avons démantelé le réseau derrière l'attaque et ils affirment que nous avons violé les accords territoriaux dans le processus. » Dante se leva immédiatement, son attitude changeant complètement pour prendre l'air autoritaire qu'Emily connaissait dans la salle de réunion. « Quel genre de message? » « Le genre qui suggère qu'ils prévoient des représailles, » répondit Marcus d'un ton sinistre. « Ils ont exigé une réunion demain soir, en territoire neutre. »« C'est un piège, » affirma Dante d'un ton neutre. « Probablement, mais si nous ne nous présentons pas, ce sera un signe de faiblesse. Et la faiblesse invite à l'agression de la part de toutes les autres familles de la ville. » Emily observa l'échange. Son esprit tournait à toute vitesse. La famille Luciano. Elle avait déjà entendu ce nom dans le contexte des affaires de Dante. C'était l'une des autres grandes organisations de New York. Des rivaux qui maintenaient une paix tendue grâce à des frontières soigneusement négociées. « Vous ne pouvez pas y aller seul, » dit-elle, attirant l'attention des deux hommes. « Je ne serai pas seul, » lui assura Dante. « J'aurai des gardes du corps et Marcus sera là. Ce n'est pas suffisant. Si c'est un piège, ils s'attendront à ce que tu suives des protocoles habituels. Tu dois aborder cela différemment. » « Emily, tu es dans un lit d'hôpital, » dit Dante, son ton suggérant qu'elle était déraisonnable. « Tu n'es pas en mesure de réfléchir stratégiquement, » l'interrompit-elle, la voix tranchante malgré son épuisement. « Je suis peut-être blessé, Monsieur Moretti, mais mon cerveau fonctionne toujours. Laissez-moi vous aider. » Dante et Marcus échangèrent un regard. Puis, à la surprise d'Emily, Dante tira une chaise et s'assit. « Très bien, qu'est-ce que vous avez en tête? » Au cours de l'heure qui suivit, ils discutèrent toutes les trois de la stratégie à adopter. Emily, forte de ses 3 années passées à gérer les négociations complexes de Dante et à comprendre l'équilibre délicat de son univers, suggéra des approches auxquelles aucun des deux hommes n'avait pensé. Utiliser la réunion comme une occasion de recueillir des informations, amener quelqu'un auquel les Luciano ne s'attendraient pas. Peut-être quelqu'un qui semblait insignifiant, mais qui pouvait observer sans attirer l'attention. Transformer leur piège en avantage stratégique. « C'est exactement pour cela que j'ai besoin que tu reviennes, »
dit Dante lorsqu'ils eurent enfin terminé leur planification. Il y avait de l'admiration dans sa voix et quelque chose de plus chaleureux. Ton esprit, Emily Lee. Ta façon de voir des schémas et des possibilités que les autres ne voient pas. C'est juste de la logique, dit-elle, même si elle ne put s'empêcher de rougir légèrement de plaisir à ses compliments. C'est du génie, corrigea Dante. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles, s'interrompit-il en jetant un coup d'œil à Marcus, puis à Emily, pour lesquelles tu es inestimable pour cette organisation. Après le départ de Marcus, partis mettre en œuvre leur stratégie, Dante resta. La nuit était tombée sur la ville et l'hôpital avait retrouvé son rythme plus calme du soir. Repose-toi, dit Dante en se levant. Je reviendrai demain, Monsieur Moretti. La voix d'Emily l'arrêta à la porte. Soyez prudent demain, s'il vous plaît. Il se retourna et dans la faible lumière de la pièce, son expression était sans défense. Je le serai. J'ai trop de raisons de revenir sain et sauf maintenant. Le poids de son regard coupa le souffle d'Amelia. Elle voulait lui demander de rester, lui dire que tout ce que Marcus avait suggéré était vrai, que ses sentiments allaient bien au-delà du respect professionnel, au point de la terrifier. Mais avant qu'elle ne trouve les mots, il était parti, la laissant seule avec les moniteurs qui émettaient de légers bips et les lumières de la ville qui brillaient à travers sa fenêtre. Et alors qu'elle sombrait dans le sommeil, une pensée tournait en boucle dans son esprit. Elle aimait Dante Moretti, l'aimait depuis plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. La question était de savoir si elle serait assez courageuse pour le lui dire, et s'il ressentait la même chose. Elle savait que le lendemain apporterait des réponses. Pour le meilleur ou pour le pire, la distance prudente qu'ils avaient maintenue pendant 3 ans s'effritait, et quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait tout entre eux. Elle espérait simplement qu'ils survivraient tous les deux assez longtemps pour comprendre ce que cela signifiait. La réunion avec la famille Luciano s'était mieux déroulée que prévu. L'approche stratégique de Dante, alliant transparence et force, avait abouti à une nouvelle entente entre les organisations. La menace avait été neutralisée par la diplomatie plutôt que par la confrontation, prouvant que parfois, l'intelligence l'emportait sur la force. Lorsque Dante revint à l'hôpital ce soir-là, Emily vit le soulagement dans ses yeux avant même qu'il ne parle. « C'est fini », dit-il simplement en s'installant sur la chaise à côté de son lit. « Les Lutano ont accepté une trêve. Nous sommes en sécurité. Nous… » Emily répéta doucement. Dante lui prit la main, et cette fois, il n'y eut aucune hésitation dans son geste. « Emily, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des semaines avant que tout cela n'arrive. » Son cœur se mit à battre à toute vitesse lorsqu'elle croisa son regard. « Je t'aime, dit Dante. Les mots étaient bruts et honnêtes. Je t'aime depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Te voir frôler la mort m'a fait réaliser que j'avais été idiot. Je t'ai tenu à distance, prétendant que le professionnalisme pouvait cacher ce que je ressentais. Je t'aime, Emily Carter, pas en tant que ma secrétaire, mais en tant que la femme qui a changé tout mon univers. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alain. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Depuis si longtemps, je pensais que c'était impossible, que nous venions de mondes différents. Nous créons notre propre monde, l'interrompit Dante en se penchant vers elle. Si tu veux bien de moi, si tu peux accepter la vie que je mène, les dangers qui l'accompagnent, je te protégerai de toutes mes forces, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que vraiment ce que tu veux? Oui, répondit Emily sans hésiter, avec certitude. Je te veux, Dante. Tout entier. Le danger, la complexité, tout. J'ai fait mon choix lorsque je me suis interposé devant cette arme. Je le refais maintenant. Dante lui caressa doucement le visage, attentif à ses blessures, et l'embrassa tendrement, avec révérence, plein de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien. Alors nous le ferons ensemble, partenaires en tout. Partenaires, acquiesça Emily en souriant à travers ses larmes. 6 mois plus tard, Emily se tenait dans le bureau de Dante, leur bureau désormais, en train d'examiner les rapports trimestriels. Son épaule avait bien guéri et elle avait repris le travail 3 mois auparavant. Son rôle avait évolué. Elle n'était plus seulement sa secrétaire. Elle était sa partenaire dans tous les sens du terme. Dante entra, enlaça sa taille par derrière et déposa un baiser sur sa tempe. « Prête à rentrer à la maison ?» murmura-t-il. « Toujours, répondit-elle en se retournant dans ses bras pour l'embrasser correctement.
Ils avaient construit quelque chose de magnifique à partir des cendres de cette terrible journée. Une relation basée sur la confiance, le respect et un amour qui avait survécu à l'épreuve ultime. Et alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, main dans la main, Emily savait qu'elle ferait le même choix 1000 fois, car certaines âmes méritaient d'être sauvées. Et Dante Moretz lui appartenait tout autant qu'elle lui appartenait.